Bonjour à tous. Deux thèmes que nous impose l'actualité dans ce duel des éditorialistes cette semaine. Le rapport de l'Union européenne sur la Côte d'Ivoire et la tension qui est loin de baisser entre les deux principaux alliés de la coalition au pouvoir, le PDCI et le RDR, après l'éviction du maire de la commune du Plateau, Noël Akossi-Benjo, au cadre du PDCI et farouche opposant au parti unifié. Je vous présente mes invités. Ignace Bidi, notre éditorialiste, et Sylvain Debailly de la rédaction du site d'information connexioivoirienne.net. Bonjour messieurs, et tout de suite notre premier thème. Alors, le rapport de l'Union européenne qui fait parler, fait état d'un climat socio-politique peu rassurant dans la perspective de 2020. Pour l'instant, les autorités ivoiriennes n'ont pas réagi. Ce rapport qui n'aurait pas dû être publié, a fuité dans la presse. Alors, première question, ce rapport, dans le fond, comme dans la forme, est très dur. Il est très critique, mais ce n'est pas une grande première, dans la mesure où le rapport reprend en d'autres termes des griefs, des préoccupations qui sont ressassées au quotidien ou presque tant par les populations que par les observateurs de la vie politique, la vie sociale ivoirienne. On se souvient déjà que début janvier 2018, le corps diplomatique interpellait l'espace sur ces questions, suggérant beaucoup plus de dialogue inclusif, l'amélioration des conditions de vie, la sécurité. Un meilleur partage des fruits de la croissance. Un meilleur partage des fruits de la croissance, c'est dire que c'est une alerte véritablement, c'est un audit de la gouvernance. Je cite, depuis 2011, le rapport tient compte des bons points, mais également des points négatifs, et puis, invite les autorités à tenir compte de nouvelles perspectives, vu qu'un nouveau gouvernement est installé qui, selon le président Alassane Ouattara, devait continuer son programme de gouvernement. Et bien évidemment, dans la perspective aussi de 2020. Sylvain Debailly. Oui, vous l'avez dit, un rapport très dur, un rapport critique. Mais moi, je dirais un rapport qui contient des termes peu diplomatiques, des termes peu diplomatiques dans un rapport de diplomate. Ce rapport, comme vous l'avez dit, n'était pas destiné à être publié maintenant, mais on peut même s'interroger pourquoi il est publié maintenant. Bon, pour l'instant, là n'est pas la question, mais ce qu'il y a à remarquer, c'est que ce rapport est quand même assez poignant, ce qui est rare dans les usages diplomatiques de cette institution-là. Alors, il y a un passage de ce rapport qui évoque ceci. La relation de l'Union européenne avec la Côte d'Ivoire est affectée par le manque de dialogue politique. Oui, ce n'est pas nouveau. Peut-être nouveau parce que c'est l'Union européenne qui le dit maintenant, mais ça a toujours été l'une des préoccupations des groupes sociaux et même des partis politiques d'opposition qui de tout temps ont demandé le dialogue pour pouvoir asseoir la démocratie, pour pouvoir apaiser les tensions ça et là sur le plan politique et sur le plan social. Vous voyez, et ceci est tellement important qu'aujourd'hui, l'Union européenne se sent obligée de reprendre ces mêmes revendications des groupes organisés, des corps organisés. Peut-être que ça aiderait à faire avancer les choses. C'est certainement que l'Union européenne attend le gouvernement sur un certain nombre de points, sur un certain nombre de chantiers sur lesquels elle n'a pas de résultats ou elle constate moins de résultats. Bon, c'est une interpellation à prendre ces chantiers en main et à en donner des explications, sinon des points sur l'évolution, sur peut-être des perspectives qu'elle attend. Très bien. Alors, ce rapport intervient également dans un contexte de vive tension entre le PDCI et le RDR, entre les présidents Ouattara et Bédié. Mais au fond, qu'y a-t-il de positif malgré tout dans ce rapport, Ignace? Ce qu'il y a de positif dans ce rapport, c'est qu'il met quelque peu, la puce à l'oreille des gouvernants, même si ils ne sont pas forcément ignorants de ce qui se passe dans le pays.
Et évidemment, le président Ouattara reconnaissait dernièrement que beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Ce n'est pas son discours propre à lui, puisque d'autres personnalités ou d'autres observateurs le disent. La Côte d'Ivoire, depuis la crise post-électorale, la fin de la crise post-électorale, a quand même gagné en stabilité. Ça, il faut le relever. Mais sur la question du bien-être des populations, il reste aussi beaucoup à faire. La cherté de la vie, la sécurisation des populations, la protection des populations. Tous ces points restent, je veux dire, à améliorer, surtout au niveau des dialogues politiques, où ces derniers temps des frictions sont apparues au sein de l'élite politique. Je veux dire, c'est aussi un point préoccupant qui est relevé ici dans ce rapport. Sylvain. Oui, sous d'autres issues, on dirait l'Union européenne, eux, ils sont là-bas pour parler comme les Ivoiriens. Quel est leur problème dans notre affaire? Je pense que il faut se baser sur les rapports traditionnels entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Dans le texte, il est question de 273 millions d'euros de soutien financier sur 4 ans, 2016-2020. C'est au bas mot 179 milliards de francs CFA. Donc, vous comprendrez à partir de cet instant pourquoi l'Union européenne est si préoccupée par la situation ivoirienne. C'est beaucoup d'argent qu'elle investit pour soutenir aussi bien politiquement que économiquement l'État de Côte d'Ivoire. Également, il faut aussi se remémorer un passé récent. C'est combien l'Union européenne s'est investie, en tout cas, je vais dire diplomatiquement, pour, n'est-ce pas, asseoir le pouvoir Ouattara, qui croisait quand même le fer avec Laurent Gbagbo. Le soutien de l'Union européenne a été quand même assez déterminant dans le dénouement de la crise. Et donc, si aujourd'hui l'Union européenne... Et puis, il y a des acquis à préserver. Il y a des acquis à préserver, il y a tous ces investissements, la cohésion sociale. Parce que sans cohésion sociale, vous savez que là où on met de l'argent, ça ne peut jamais fructifier. Donc, il y a tout ça. Alors, ce rapport, globalement, moi, je pense que c'est même une gêne que l'Union européenne exprime à travers... il n'avait même pas l'intention de le publier maintenant, mais pourquoi il le fait? C'est peut-être pour mettre un peu plus de pression et dire attention. Alors, il y a également... Alors, on parle de cette urgence du dialogue politique, mais que reste-t-il aujourd'hui du cadre de dialogue permanent qui avait été créé il y a quelques années pour permettre ce dialogue-là qui manque tant aujourd'hui? Oui, c'est un dialogue qui effectivement avait fait avancer, je veux dire, avait permis un rapprochement entre d'abord l'opposition, l'ensemble de la classe politique et avec les autorités. Mais il faut constater que ce cadre n'existe véritablement plus puisqu'il ne tient plus de réunion et selon le témoignage des politiques que nous avons approchés parfois, ils ont dit que ce cadre n'existe plus, il ne siège plus. Est-ce qu'ils ont fait aussi grand-chose est-ce qu'ils ont fait aussi grand-chose pour que ce dialogue-là soit réel, soit sincère? Oui, je pense qu'il a quand même apporté des fruits. Il a quand même apporté des fruits, notamment le retour de certains exilés, des personnalités politiques notamment, des anonymes. Il y a eu la réintégration dans l'administration publique de ceux qui étaient partis en exil. La libération des domiciles occupés, injustement occupés. Beaucoup de choses ont été faites, mais il est important que les questions qui restent encore pendantes soient aussi traitées. Sylvain Debailly, alors que reste-t-il de ce cadre de dialogue permanent qu'on a connu il y a quelques années? Mais plus rien du tout. Nous sommes partis de 2012. Mais bien avant, septembre 2011, il y a eu les premières tentatives de rapprochement avec toute l'opposition regroupée en ce temps-là au CNRD qui avait rencontré le président Ouattara. 2012, il y a eu le CPD qui a été lancé à partir de Grand Bassam. Oui. Et après, c'est devenu un forum finalement qui s'assimilait à une sorte de simulacre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des opposants qui le dénonçaient. Ils avaient eu l'impression finalement que c'est quand la Côte d'Ivoire était confrontée à certains problèmes et qu'il fallait les dénouer
on faisait peut-être semblant de dialoguer pour que certaines situations soient dénouées. Et une fois qu'elles sont dénouées, à l'international, l'image de la Côte d'Ivoire passe, mais au fond, rien ne se déroule concrètement. Il y a eu beaucoup de... Comme il a dit, il y a eu certes des avancées, mais ces avancées, elles sont minimes. Et vous me demandez qu'est-ce qu'il en reste. Vous savez que le ministère de la Réconciliation, il n'en existe plus. Celui qui était peut-être confié, à qui on avait confié cette tâche, n'est même plus... il est maintenant le président du Sénat. Beaucoup de choses ont changé entre-temps. Et le CPD, on n'en parle même plus. Très bien. Alors, nous allons aborder le deuxième thème de ce duel des éditorialistes. Mercredi dernier, le gouvernement a révoqué de ses fonctions de maire de la commune du Plateau, M. Noël Akossi-Banjo, pour, je cite, de graves déviations dans la gestion des fonds communaux. Armand Blédou nous fait un rappel des faits sur des images de Harouna Zeba. À propos des raisons qui motivent cette décision, le communiqué évoque des malversations dans la gestion et du faux en écriture, mais il reste quelque peu évasif. Ne donnons pas plus de détails. Je vous invite à réécouter le ministre Sidi Touré. Il a été constaté au niveau de la mairie du Plateau de graves déviations dans la gestion du maire relevant du maniement des fonds communaux, du faux en écriture publique et du détournement de fonds portant sur plusieurs milliards de francs CFA. Au regard de la gravité de ces faits et conformément aux dispositions légales en vigueur, le Conseil des ministres a adopté un décret portant révocation du maire de la commune du Plateau. Alors, que pensent les riverains de la Cité des Affaires de cette décision? Nombreux ont dénoncé une mesure incorrecte. Et si pour certains la décision est justifiée, ces riverains, dans leur grande majorité, exigent beaucoup plus de clarté autour de cette décision. C'est injuste. Ça ne doit pas se passer comme ça. Comment on appelle? Pour limoger quelqu'un, il faut qu'il soit là. Avec lui, voir tous ses papiers avant de limoger. Mais il est absent et puis c'est derrière lui, ça se passe. C'est pas normal. Mais si nous, les travailleurs concrets, ils prennent l'argent et volent. Nous, les travailleurs qu'on souffre chaque jour. Vous voyez que ça ne fait. C'est un travail plus manger. Mais quand lui gagne l'argent, il bouffe. Pourquoi? Nous, on l'a fait aussi. Mais c'est pas normal. Bon, à mon avis, c'est mieux en cas de changer. Je me dis que si c'est une réalité, il faut qu'il y ait plus de lumière vraiment sur cette affaire-là, pour ne pas que les gens aient l'impression que ça a une connotation politique. Voilà, donc il faut donner plus d'informations là-dessus pour que pour nous qui sommes les jeunes qui voyons ce genre de choses-là, ça puisse nous servir aussi de leçons. C'est donc Zoumana Bakayoko, connu sous le nom de Zumba, qui assurera l'intérim à la tête du conseil municipal du Plateau. La réaction du parti du président Bédié ne s'est pas faite attendre. Jeudi, Narcisse Kouadio, le porte-parole du PDCI, a lu la réaction du parti. Il est au micro d'Armand Blédou et d'Harouna Zeba. Le PDCI-RDA, au regard de tous ces manquements, considère que la révocation du maire Noël Akossi-Banjo est une affaire politique. Le PDCI-RDA s'interroge sur l'opportunité d'une telle décision dans un contexte politique marqué par la préparation des élections municipales et régionales d'octobre 2018. Le PDCI-RDA conclut à un harcèlement et à une grave violation de la présomption d'innocence intolérable dans un État dit de droit. Le PDCI-RDA s'inquiète de cette démarche du gouvernement qui est de nature à entraver la paix, la stabilité et la cohésion sociale dans notre pays. Le PDCI-RDA souligne que cet acte posé en pleine période de préparation des élections locales porte atteinte gravement à la démocratie et à l'état de droit. Le PDCI-RDA condamne la dérive autoritaire du gouvernement qui tend à mettre en péril le droit et les libertés en Côte d'Ivoire.
Alors, on parlait là de cette affaire Benjo. D'ailleurs, quel commentaire cela vous suggère? Je commence par Ignace. D'accord, je veux dire, ce n'est pas véritablement la première fois qu'un cadre politique a des hautes fonctions, n'est-ce pas, écope d'une sanction, de limogeage. On avait déjà eu ce cas avec la CEI, avec M. Begré-Mambé, sous Laurent Gbagbo. Mais il faut dire que c'est une procédure administrative qui aboutit à une sanction. C'est vrai, elle n'est pas appréciée par les partisans de celui qui a été évincé. Mais il faut déjà la considérer dans ce cadre. Et puis, je pense que les débats politiques suivent après. C'est vrai que cela intervient au moment où le PDCI et le RDS sont véritablement en froid sur la question du parti unifié. Certains pourraient prendre le raccourci de dire que ceci explique cela, mais je pense qu'il faut suivre cette affaire déjà sur le plan administratif et puis voir ensuite ce que donneront les enquêtes. Et sur le plan judiciaire aussi. Voilà. Alors, Sylvain. Oui, comme il a dit, ce n'est peut-être pas la première fois, mais ici, moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que depuis le début de cette affaire, il fallait s'attendre à ce dénouement. Je ne dirais même pas dénouement, mais encore que c'est la justice qui doit faire son boulot. À cet épisode-là, c'est vrai que M. Benjo est un cadre du PDCI. Un cadre important. Est un maire comme un maire élu, comme tous les autres maires, mais cette décision qui intervient, il faut la placer dans son contexte. Et puis, le timing, nous sommes à 2 mois d'une élection municipale. Est-ce que cette décision était maintenant opportune? Je pense que ce sont ces éléments-là qui nous donnent à réfléchir. C'est sous ces angles-là que moi, je mène ma réflexion. Parce que le contexte, il est politique. Et il ne faut pas se leurrer. Le PDCI qui a refusé le parti unifié devrait s'attendre à tout, parce que quand Ignace dit que ce n'est pas la première fois, oui, effectivement, ce n'est pas la première fois, mais toujours c'est le contexte qu'il faut apprécier. Alors, mais faut-il craindre la résurgence de certains discours pas très positifs, d'un discours haineux qui a fait plonger la Côte d'Ivoire dans des crises politico-militaires graves des années précédentes, avec ce qui se passe là, cette atmosphère-là? La préoccupation, c'est peut-on véritablement baliser le champ, les paroles des uns et des autres, les faits et gestes? C'est là la difficulté. Effectivement, nous entendons ces derniers temps certaines personnalités remettre au goût du jour ces discours qui nous ont conduits à des déchirements graves. Voilà. Il faut craindre justement que l'on en revient à actualiser justement ce passé, parce qu'il n'a pas été fait, n'est-ce pas, pour consolider les bases d'une Côte d'Ivoire qui tend pour l'essor. Et il faut justement tirer la sonnette d'alarme à ce niveau. Et éviter que ça ne dégénère. Oui, alors, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui calmer cette tension? Justement, est-ce que Sylvain, il faut craindre la résurgence de certains discours haineux? Oui, mais moi je dirais, pour répondre à cette question, que c'est pour ça qu'il faut faire les choses avec élégance. Parce que nous avons notre passé récent. Nous avons notre histoire, et toutes les actions que nous allons poser maintenant ou demain doivent être inspirées par ce passé récent. Si les discours haineux ou alors ce qu'on pourrait appeler les dérives langagières devraient revenir, ce serait toujours le contexte qu'ils l'auront imposé. Bon, à partir de là, il appartient aux politiques, en tout cas, de faire preuve de maturité, de faire preuve de responsabilité dans tous les actes administratifs ou politiques que nous allons poser, qu'ils doivent poser.
Voilà, moi c'est à ce niveau-là que... Et on peut imaginer que c'est cela qui pourrait aussi aider à calmer la tension aujourd'hui. Oui, bien entendu. Bien sûr. Bien entendu, si les hommes politiques font preuve de responsabilité, il est clair que les tensions peuvent être apaisées maintenant. Et il le faut. Il le faut pour la stabilité du pays, parce qu'aujourd'hui, l'inquiétude commence déjà à monter. Et l'atmosphère devient de plus en plus délétère. Et il n'est pas bon pour cette Côte d'Ivoire qui a déjà connu une crise profonde de retomber dans le même travers. Et surtout qui essaie de se relever. C'est là justement la nécessité du dialogue, sinon de la poursuite du dialogue politique même entre les alliés qui le sont toujours, seulement qu'ils ne s'entendent pas sur des points fondamentaux de la plateforme. Encore faut-il qu'on le veuille, ce dialogue. Alors, nous allons également aborder un dernier point en quelques mots avant de refermer ce duel des éditorialistes. Alors, ce week-end, le FPI El Sangaré tient également son congrès à Moussou chez Madame Simone Gbagbo. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, pratiquement tous les partis politiques sont en crise? D'accord, il faut déjà observer que c'est un jeu, je veux dire une guerre d'intérêt. Aujourd'hui, il est question de se positionner parce que nous ne sommes plus à un virage. Je veux dire, nous sommes dans la dernière ligne droite pour 2020. Il faut déjà se positionner. La dernière fois, nous avons vu Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, lancer un appel au rassemblement. On a dit que c'était un projet qu'il mettait sur la table afin de le discuter avec ceux qui l'intéressaient, donc une volonté de se positionner, de revaloriser, n'est-ce pas, sa personnalité d'homme politique, d'opposant de première ligne. Et évidemment, d'autres opposants sont dans cette logique-là. Le camp Sangaré, qui se réclame également du FPI, qui est du FPI, qui se réclame aussi du FPI, est bien tenté de se repositionner, de revoir sa position et de définir... Et c'est pour ça qu'il appartient à l'EDS. Oui, justement, c'est pour ça qu'il appartient à l'EDS, histoire pour lui de se donner beaucoup plus de coffre pour dire aux autres politiques qu'il faut compter avec lui et qu'il n'y a pas de raison que la politique se dénoue sans eux. Très bien. Sylvain, oui. Comment comprendre le fait que pratiquement tous les partis politiques aujourd'hui sont en crise? Ça mérite une bonne réflexion quand même. Oui, ça mérite une réflexion, mais en même temps, il faut se demander aussi pourquoi ces partis sont en crise. Pourquoi ces partis sont en crise? C'est la question que vous posez, mais il faut se demander qui sème la crise au sein des partis. Le constat est là. Nous sommes à une période où tous les partis eux-mêmes sont obligés de se réformer. D'abord, donc, une nécessité de se réformer. Et puis, face au pouvoir en place, la question qui se pose, c'est comment se tenir, comment régler les rapports entre le pouvoir et l'opposition. Je pense que c'est de là que sont venues la plupart des crises que nous avons pu constater au niveau des partis politiques. Et il y a aussi la gouvernance. Il ne faut pas se le cacher. Le pouvoir a intérêt, peut-être, que les partis soient en crise pour qu'ils puissent asseoir quand même sa suprématie. Et le constat est là que très souvent, des questions idéologiques et même des questions administratives ont opposé les partis entre eux-mêmes et aucun parti malheureusement n'est épargné, même que ce soit au sein des alliés d'hier, la division s'est installée et ça mérite vraiment une réflexion. Très bien. C'est la fin de ce duel des éditorialistes. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Merci Sylvain et merci Ignace. Merci.